Pardon, une minute. Donc, tout de suite, je passe la parole à la seconde présentation par l'équipe de l'hôpital d'enfants de Casa pour présenter leur travail intitulé l'encéphalomyélite aiguë disséminée chez l'enfant, donc de l'équipe de Monsieur Bousfeha. Donc, docteur El Rahimi, à vous la parole. Vous avez 5 minutes pour présenter votre travail. Merci. Alors, chers maîtres, chers collègues, honorable assistance, j'ai l'honneur de vous présenter un bref aperçu de notre travail intitulé encéphalomyélite aiguë disséminée chez l'enfant au service de maladies infectieuses à l'hôpital d'enfants Abderrahim El-Harouchi de Casablanca. Pour cela, nous allons adopter le plan IMRAD. Après une brève introduction, nous allons enchaîner par matériel et méthodes utilisées, présenter le principal résultat et terminer avec une discussion avant de conclure. L'encéphalomyélite aiguë disséminée est une atteinte inflammatoire démyélinisante multifocale du système nerveux central, touchant essentiellement l'enfant. Il est médié par un mécanisme auto-immun faisant suite à une vaccination ou un épisode infectieux, le plus souvent viral. Les objectifs de notre travail ont été d'une part d'analyser les caractéristiques épidémiologiques, clinico-radiologiques, biologiques, thérapeutiques et évolutives de l'EMAD, et d'autre part de relever les particularités de notre série. Nous allons mener une étude rétrospective à propos de 20 cas d'encéphalomyélite aiguë disséminée colligée au service de pédiatrie. Dans notre série, on a noté une légère prédominance féminine avec un sexe ratio de 1,2. La moyenne d'âge de nos malades a été de 4 ans. La tranche d'âge la plus concernée était celle de 4 à 6 ans. Le début de la maladie a été aigu dans 55% des cas entre 3 jours et 5 jours et progressive entre 7 jours et 20 jours dans 45% des cas. Les principaux motifs de consultation étaient le trouble de la marche, l'impotence fonctionnelle des membres inférieurs. Les autres motifs étaient une cécité bilatérale, un syndrome cérébelleux, un syndrome mélangé, les convulsions fébriles et troubles de conscience dans un contexte de fièvre. Dans notre série, 73% de nos malades ont présenté dans leur antécédent un épisode infectieux et 9% avaient une notion de vaccination. Dans l'intervalle entre l'infection ou la vaccination et le début de la symptomatologie était de 10 à 30 jours. À l'admission, la température a été prise chez tous les malades, elle était comprise entre 38 et 40. L'altération générale des céphalées ont été présentes chez 64% des cas et les troubles de conscience chez 55%. Alors, le tableau clinique a été polymorphe, regroupant des lésions neurologiques, à type de troubles de motricité, troubles de comportement, syndrome mélangé, syndrome cérébelleux et des troubles musico-sphinctériens, ainsi que des signes extraneurologiques manifestés par une cécité bilatérale dans 18% des cas. Tous nos patients ont bénéficié d'une fonction lombaire. Le nombre de leucocytes varie entre 0 et 400 éléments par millimètre cube avec une prédominance lymphocytaire. La culture était stérile chez tous les malades. La PCR à herpès virus 1 et 2 et la PCR à mycobacterium tuberculosis ont été négatives chez tous les patients. Et la PCR à mycoplasme a été faite chez 3 malades et s'est révélée négative. L'IRM cérébral réalisé chez tous les malades, il a montré une atteinte de la substance blanche dans 15% des cas, de la substance grise dans 2 cas, et atteinte de la substance blanche, la substance grise et le tronc cérébral chez 3 cas. Alors, l'IRM médulaire réalisé chez 4 malades montre une lésion intramédulaire cervicale hyperintense étendue associée à un gonflement du cordon médulaire dans un cas. La TDM cérébrale a été faite chez 10 patients, montrant un aspect évocateur des MAD à titre de multiples lésions périventriculaires de la substance blanche, d'une hypodensité de noyaux lenticulaires écodés et un aspect démyélinisant de la substance blanche. Le EG a été réalisé chez 2 malades, objectivant un ralentissement de rythme de fond. Alors, tous les malades ont été mis sous association acyclovir et C3G. Ils ont reçu des bolus de corticoïdes à base de méthylprédnisolone à dose de 30 mg par kilo par jour, pendant 3 jours dans 27% des cas et pendant 5 jours dans 73% des cas. 2 malades ont bénéficié en plus de la corticothérapie de perfusion d'immunoglobuline à dose de 2 g par kilo pendant 5 jours. L'évolution a été favorable généralement. 2 patients ont rechuté sous forme d'une hémiparésée droite dans un cas et une baisse de l'acuité visuelle bilatérale dans l'autre cas, 1 mois après l'arrêt de corticoïdes qui ont nécessité une deuxième hospitalisation. Alors, l'EMAD est une infection inflammatoire du système nerveux central d'origine auto-immune liée probablement à l'homologie de structure entre un facteur déclenchant et l'antigène de l'hôte. L'âge moyen dans une étude faite en Allemagne était de 5 à 8 ans et de 5 à 7 ans au Japon, avec une prédominance masculine. Le résultat se rapproche de ceux de la littérature en ce qui concerne l'âge et diffère en ce qui concerne le sexe, où la prédominance était féminine. La distribution géographique de l'EMAD dans le monde n'est pas connue précisément. Les étiologies de l'EMAD sont majoritairement post-infectieuses et le plus souvent virales ou post-vaccinales. Il reste 30 secondes.
Alors, le tableau clinique des malades est polymorphe. La fréquence élevée des événements prodromaux, la névrite optique bilatérale et l'atteinte médulaire constituent les particularités de notre série. Alors, l'IRM cérébral et médulaire, c'est la clé du diagnostic positif. Le scanner initial normalement est normal dans 40% des cas et s'agit le plus souvent de lésions hypodenses multifocales de la substance blanche. Le traitement repose sur le bolus de méthylprednisolone à raison de 10 à 30 mg par kilo par jour, relayé par une corticothérapie orale avec une dégradation sur 4 à 6 semaines. Les immunoglobulines sans le traitement de deuxième intention peuvent être proposées à la posologie de 2 grammes par kilo sur 2 à 5 jours. Les échanges plasmatiques est utilisé en cas d'échec des corticoïdes, notamment au cas d'une poussée sévère chez les patients hospitalisés. Vous pouvez conclure, s'il vous plaît, tout de suite. Alors, l'encéphalomyélite aiguë disséminée est une maladie potentiellement grave. Le diagnostic repose sur des critères cliniques, radiologiques et surtout du USR pour éliminer l'infection neuroménagée. L'amélioration clinique est spectaculaire dès l'admission précoce des corticoïdes. Cet élément souligne la nécessité de ne pas méconnaître ce diagnostic et de le poser plus précocement pour une bonne évolution. Merci pour votre attention. Merci, madame.